À l'ouest du Pecos, il n'y a plus de loi. C'était en tout cas ce que disait le Judge Roy Bean. Ici, les personnages de la légende de l'Ouest sont représentés. On trouve Sitting Bull, Geronimo, mais aussi éventuellement Buffalo Bill. On évoque aussi Davy Crockett. En fait, ici, à la grande salle du Lignon, c'est tout l'Ouest américain qui débarque pour une exposition qui retrace un peu toute cette vie des pionniers, les trappeurs, les villages d'Indiens. Il y a même un saloon. Ils ne servent pas grand-chose à boire dans ce saloon, mais enfin, il est très très bien évoqué. Et cette exposition est visible à la grande salle du Lignon jusqu'au 24 mars. Que ce soit des trappeurs, des chercheurs d'or, des cow-boys, le saloon est par excellence le lieu dans lequel l'homme célibataire qui vient de passer plusieurs mois seul va pouvoir dépenser son argent durement gagné. En tête des plaisirs les plus prisés figurent le plus souvent le bourbon ou le whisky, la bière, puis, suivant le cas, les femmes et les jeux. Billard, roulette, whist, poker, loterie. Rapidement, les tricheurs professionnels s'installent dans le saloon. Le western peut commencer. Mais revenons à ces hommes qui ont fait l'Amérique. Les premiers que l'on rencontre dans cette exposition, ce sont les coureurs des bois, qu'on en appelle aussi les trappeurs ou les mountain men lorsqu'on arrive dans les Rocheuses. Ce sont de précieux traceurs de pistes et à leur façon des découvreurs, au même titre presque que les participants aux expéditions officielles organisées dans le but de savoir ce qu'il y a plus loin. En un peu plus de 2 siècles, c'est par dizaines de millions que les peaux de castors vont être échangées, mais aussi les peaux de toutes ces espèces d'animaux qui peuplent ce pays, en grande partie recouverts de forêts, loutres, rats musqués, putois, écureuils, ziblines, marmottes, fouines, j'en passe et des meilleurs. C'est par ces coureurs des bois que l'homme blanc pénètre dans les territoires indiens. Mais il faut un événement particulier pour que l'Ouest démarre vraiment. À 36 ans, le Balois Johann Auguste Suter, qui a tout abandonné pour le Nouveau Monde, s'installe dans la vallée de la Sacramento River, à l'embouchure de l'American River, pour y fonder son ranch, la Nouvelle-Helvétie. En peu d'années, il devient l'un des personnages les plus importants de la région. Pour faciliter ses constructions, il lui faut une scierie alimentée par un moteur à vapeur qu'il fait venir d'Europe. Le 28 janvier 1848, un menuisier du nom de Marshall qui inspecte les travaux de la scierie dans la montagne voit briller dans le chenal qui reconduit l'eau à la rivière des paillettes de métal jaune. Le premier or de Californie vient d'être découvert, c'est la ruée vers l'or. Au sommet de sa gloire, Suter est ruiné par cette découverte. Les ouvriers se désintéressent de la scierie pour aller ramasser des pépites d'or dans le lit de la rivière. Ils les utilisent pour régler leurs achats en ville. La nouvelle ne tarde pas à faire le tour de la Californie, puis du continent et enfin du monde entier. À partir de mai 1848, c'est un défilé incessant. Tout ce qui peut marcher, rouler, ramper monte de San Francisco et des autres villages de la côte. Des chercheurs d'or arrivent d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Australie, s'installent dans des camps qui poussent comme des champignons. À l'apogée, en 1852, le flot de prospecteurs tourne aux environs de 90 000 personnes. Puis leur nombre diminue jusqu'à la fin du siècle, alors que l'exploitation des filions devient de plus en plus difficile. Il faut à présent creuser des mines, transporter les gravats et les concassés pour extraire l'or. Si cette activité offre encore de nombreux emplois, le travail est moins attrayant et ne permet pas de s'enrichir rapidement. En moins de 10 ans, une activité minière régulière s'est mise en place et la ruée est terminée. Entre 1848 et 1867, 3300 tonnes d'or ont été extraites. Enfin, il faut dire qu'en 1859, on a trouvé de l'or ailleurs, c'est la ruée de l'or vers le Nevada.
Bien entendu, l'exposition de Vernier ne pouvait pas ignorer les premiers habitants des lieux, les Indiens dont on ignore s'ils étaient 1 ou 12 millions avant l'arrivée des Européens. Quel que soit leur nombre à l'origine, en 1890, les Indiens ne sont plus que 300 000, alors que dans le même laps de temps, les colons sont passés à 67 millions. Pour arriver à ce résultat, les épidémies, notamment de typhus, de choléra, la variole, mais aussi l'alcool, les guerres, vont décimer les populations indiennes. Mais l'animal mythique de l'Amérique du Nord, c'est le bison. Pour l'Indien des plaines, c'est un magasin dans lequel il va s'approvisionner de tout ou presque ce dont il a besoin pour vivre, nourriture, habits, habitation. Au printemps, par troupeau de plusieurs dizaines de milliers de bêtes, les bisons remontent vers le nord pour redescendre à l'automne vers des régions plus chaudes. Chassés à outrance, avant l'arrivée des hommes blancs, on en dénombrait au moins 60 millions. En 1889, il n'en reste plus que 500. Comme il n'était pas très facile d'avoir des bisons dans la grande salle du Lignon, c'est à Collovray, tout près de l'aéroport, que nous sommes allés les filmer. Bien que l'environnement ne le laisse pas croire, nous sommes dans le canton de Genève. Alors ici, on a un environnement tout en bois. C'est vrai que c'est un type de construction qu'on ne trouve plus ou que très peu à Genève. Et puis en plus, je veux dire, dans l'environnement ici, il y a aussi le côté animalier qui est lié à cette présentation. Alors un peu plus loin, il y a des bisons. Et puis ici, on donne l'opportunité aux gens de découvrir un petit peu ce qui est dans l'environnement de la bête elle-même, de différents produits. Au départ, comment est venue l'idée d'arriver à amener des bisons ici à Genève, ou en tout cas en campagne de Genève? Alors la première idée, je rends justice à mon frère, c'est lui, mon frère, donc on est sur cette ferme deux exploitants, mon frère Laurent, moi-même Pierre-Alain. J'ai mon fils David qui est actuellement à l'école d'agriculture aussi et qui rejoindra aussi l'exploitation d'ici quelques années. L'idée de démarrer l'élevage de bisons, c'est d'abord né d'une passion peut-être de Laurent effectivement depuis toujours pour ses animaux et puis pour les États-Unis. Et quand on a entendu, il est allé aussi pendant sa formation un petit peu aux États-Unis, il a fait 6 mois au Canada, formation agricole. Donc. Et puis ensuite, quand on a entendu parler qu'il y avait des élevages qui commençaient à se monter aux États-Unis et un en France, on est tout de suite rentré en contact avec ces personnes. On est allé les visiter, ensuite aussi faire plusieurs voyages aux États-Unis et puis décider de lancer notre propre élevage de bisons. D'abord pour peut-être réaliser un rêve, et puis ensuite on s'est dit qu'autour de ce rêve, il y avait moyen de construire quelque chose qui nous fasse vivre, parce que le rêve c'est une belle chose, mais il faut quand même malheureusement aussi arriver à y vivre. D'autre part, l'agriculture suisse et européenne, et même mondiale, se trouve quand même à un tournant maintenant avec tous les problèmes d'ouverture des frontières, le problème du GATT, le problème des coûts de production par rapport à disons, européens et suisses en particulier par rapport à d'autres coûts mondiaux, montre qu'on a de plus en plus de peine à faire de la matière première agricole. Donc, quand je parle matière première agricole, ça veut dire des céréales, ça veut dire du lait, etc., qui ne seraient pas transformés. Donc nous, notre idée, c'était de créer une nouvelle activité, une nouvelle branche agricole et une mise en valeur directe de ce produit. Et surtout une relation, disons, voilà, qui se fasse directement avec le consommateur, qui permette, si vous voulez,
d'éviter que la marge de transformation, de distribution échappe, accumulée voilà, pour ou échappe le prix au à la fin de la producteur. chaîne. Voilà. Et quand on sait que le prix de la matière première agricole non transformée, il y aura toujours tendance à baisser, Oui. justement suite à l'ouverture de ces frontières, ça devient impératif de trouver moyen de faire des produits avec une valeur ajoutée, voilà, plus importante et surtout avec une commercialisation en direct. Quelle a été la réaction du public quand on a commencé à lui proposer de la viande de bison? Finalement, il y a eu, je dirais, une sorte d'étonnement, un intérêt, des comparaisons. Disons que l'intérêt a été assez rapide. Oui. Le bison jouit d'une image de marque, enfin de tout un folklore, de tout un rêve. Le bison véhicule encore ce genre de rêve, de passion, etc. Pour beaucoup de gens, tout le monde a un peu joué aux Indiens, aux cow-boys. En même temps, c'est un peu associé aussi au rêve américain dans une certaine mesure. Donc c'est vrai que là, il n'y a eu aucune publicité à faire. Tout de suite, les médias sont venus nous trouver, radio, télévision, journaux, sans qu'on ait besoin finalement de solliciter leur participation. On a eu des articles, peut-être même trop vite. Au début, on avait envie de freiner un petit peu parce que vous ne saviez pas ce que ça allait donner. Non, c'est-à-dire qu'on n'avait pas suffisamment, par exemple, même pour la viande, au départ, quand on crée un élevage, donc il faut pratiquement 5 ans jusqu'à ce qu'on obtienne un certain roulement. Oui. Et puis, on avait peur que justement la demande soit trop forte de par ces articles et cette promotion qui se faisait sur l'élevage. Et c'est effectivement ce qui s'est passé quand on est encore aujourd'hui régulièrement en rupture de stock parce qu'on n'arrive pas à répondre à la demande. On va tout faire pour y répondre le plus rapidement possible, mais enfin ça demande du temps et c'est pas des choses qu'on peut ajuster comme les... Bien sûr. Je veux dire très facilement. Donc il faut quand même prendre le temps que ces animaux grandissent, etc., que l'élevage... Le premier objectif, c'était d'augmenter le troupeau d'élevage, et dans un deuxième temps, de passer à la partie commercialisation. C'est pour ça qu'on a aménagé cette cabane qui s'inscrit aussi dans cette démarche. Alors justement, depuis le début du mois de février, en fait, ce lieu est ouvert au public. Il peut venir ici, je dirais, obtenir des informations, comme vous nous les donnez en ce moment, mais il a aussi l'occasion de découvrir d'autres produits. Alors je dirais, c'est une continuité par rapport à la démarche que vous avez? Alors c'est un complément, c'est-à-dire à partir du moment où on décide d'investir dans un lieu de vente comme celui-ci, qui continue un petit peu ce rêve, cette imagerie autour du bison, qui nous permet, nous, de vendre les produits du domaine, qui sont les fabrications à base de viande de bison. Pour le moment, on ne vend pas de viande fraîche pour des questions aussi sanitaires et des questions de quantité. Oui. Donc pour le moment, c'est plutôt saucisses et terrines, qui sont les deux articles de bison qu'on essaye d'avoir en permanence. Il y a quelquefois des ruptures de stock comme maintenant, là, après la période d'ouverture. Mais disons qu'on va essayer d'être approvisionné le plus régulièrement possible avec ces deux produits. Et puis occasionnellement des viandes séchées ou des viandes fumées. Autrement, il y a donc tout le vin qui est produit sur le domaine. On a un domaine donc, le domaine agricole est cultivé en production intégrée, donc qui est un système de production un petit peu intermédiaire entre l'agriculture traditionnelle et la production biologique. Oui. Donc on est limité dans le nombre de traitements, que ce soit dans les cultures, dans les vignes, dans les herbages, pour l'élevage. On est limité au niveau du nombre d'engrais, la quantité d'engrais, au niveau du nombre de traitements. On privilégie toujours des produits les plus naturels possibles, mais je dirais que ce n'est pas aussi philosophique et dogmatique que l'agriculture biologique qui, elle, exclut tout ce qui n'est pas d'origine... dite naturelle, 100%. Voilà. Pas d'additifs. Pas de produits de synthèse, alors que nous, dans l'agriculture, on peut des fois utiliser un produit de synthèse qui est obtenu par la chimie, alors que l'agriculture biologique ne le fera pas. Et en dehors de ça, je veux dire, la recherche va quand même dans la même direction. Et alors là, on produit un vin, enfin différents vins du domaine. On a un chasselas, un gamay, un pinot noir et un rosé de gamay. Oui. Voilà, étoffer un petit peu l'offre à partir de l'année prochaine, on va replanter des spécialités, c'est-à-dire du merlot, du gamaret et du pinot blanc, de façon à avoir aussi une gamme de vins un petit peu plus étoffée. Mais on a gardé le même logo pour la commercialisation de nos produits, que ce soit la viande ou ce qui permettait de savoir effectivement que... Et puis alors à partir du moment où on était là avec certains produits, on s'est dit que ce serait utile d'avoir des produits complémentaires d'autres agriculteurs de la région. Et c'est comme ça qu'on a par exemple un jus de pomme naturel, on a des confitures, des sirops. Comment ont réagi vos collègues quand on leur a proposé ça, c'est-à-dire d'avoir finalement un espace à disposition où on peut mettre en valeur les produits de notre région? Alors, bon, pour le moment, disons, beaucoup d'agriculteurs de la région, même enfin, à Genève et la côte en général,
Il y a pas mal d'agriculteurs qui font de la vente directe, que ce soit les pommes pendant la saison, que ce soit le vin, ça c'est toujours fait la vente en direct. Vous avez autrement, effectivement, maintenant quelque chose qui vient nouveau, c'est tous les petits fruits, c'est toute l'activité un petit peu, peut-être même maraîchage, etc., qui permet un écoulement de produits directement du producteur au consommateur. Alors je dirais que les gens sont intéressés à partir du moment où on multiplie un petit peu les points de vente. C'est une façon aussi de toucher un plus grand nombre de clients, quoi. Parce que ça reste toujours un petit peu marginal, mais disons c'est quand même des choses à essayer de développer. Au moment aussi où tout se standardise, où tout devient un petit peu uniforme, préemballé, etc., c'est peut-être une possibilité de retrouver des produits, je dirais, authentiques. On se crée une clientèle comme ça, c'est-à-dire Ouais, les gens ils reviennent, ils ont pris goût, sans considérer que ça soit quelque chose qui change. Mais... Voilà. Pour nous, disons, la clientèle, on est encore trop jeune pour vraiment dire qu'on a une clientèle fixe, mais on voit quand même des gens revenir des fois une, deux fois pas, enfin je veux dire de mois en mois, par exemple, de repasser ici. Donc c'est en train de se construire, mais d'autres agriculteurs qui ont déjà démarré la vente directe plus vite que nous ont fidélisé aussi une clientèle, quoi, que ce soit pour les pommes, les légumes ou le vin. Alors tout ça se met en place petit à petit, mais est-ce qu'on peut déjà faire quelques petites projections d'avenir, je veux dire, en exploitation au terrain qu'il y a autour, il y a des projets, des vues Alors des projets, si, c'est autour de ce point de vente, c'est d'aménager, disons, 3-4 fois dans l'année, pendant la période, je dirais, de mai à septembre, d'organiser des petites fêtes sur un thème ou un autre, où là, il y aura peut-être effectivement de la viande de bison en grillade, où il y aura différentes autres possibilités, disons, de mettre en valeur des produits de la ferme et de la région. Ce qu'on fait aussi, on le fait déjà maintenant, c'est de recevoir par exemple des groupes de personnes qui sont intéressées, une corporation, je ne sais pas, une corporation, il y en a 36, il y en existe dans tous les métiers, dans toutes les activités, et ces gens-là, disons, sont des fois intéressés à faire une sortie annuelle, etc., à venir se retrouver dans un lieu qui change un petit peu avec une activité. Voilà. Et puis alors à ce moment, on fait une visite de l'élevage, dès qu'on a un groupe d'une vingtaine, 25 personnes, on fait une visite de l'élevage, on donne quelques explications, et puis ensuite il y a la possibilité de prendre une verreille ici. Donc ça, c'est des choses qu'on pourrait développer. On le fait aussi dans le cadre des écoles. Les écoles peuvent être inscrites, ça fait déjà plusieurs années, donc soit 5-6 classes par année, pour voir le bison, etc. Comment réagissent les enfants quand ils voient ça comme ça dans leur prof? Ils apprécient beaucoup. Ce qui est intéressant avec les enfants, c'est que il y a aussi certaines maîtresses qui préparent la visite. Certaines fois, c'est un but de course d'école, donc sans préparation. Je dirais que là, les enfants s'intéressent pendant un quart d'heure, mais au bout d'un moment, après, ils ont vite envie d'autre chose. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est comme des maîtres ou maîtresses d'école travaillent le sujet des Indiens ou le sujet des bisons, etc. à l'avance, où les enfants sont préparés, où les questions sont beaucoup plus pertinentes et où l'intérêt est aussi dure un peu plus longtemps. Bien sûr. Quel quart d'heure de nouveauté, quoi. Et ça, je trouve ça intéressant parce que d'abord, nous agriculteurs, ça nous permet aussi d'être en contact, je dirais, avec les enfants qui sont les futurs consommateurs de demain. C'est de leur montrer aussi que du lait, ça vient pas d'une brique de la Migros, mais que ça vient derrière la brique de la Migros ou de la COP, il y a une vache, il y a un paysan qui traite sa vache. Derrière une saucisse, il y a effectivement tout l'élevage. Et ensuite, c'est d'essayer de montrer aux enfants que... Avant d'arriver dans l'assiette, avant d'arriver dans l'assiette et au supermarché, que ce soit pour tous les produits agricoles et peut-être aussi non agricoles, il y a effectivement tout à fait. Le campement des trappeurs, l'abri des chercheurs d'or, le village des Indiens, voisine avec des vitrines qui présentent 200 objets d'origine nord-américaine, des personnages, des figurines, des armes. On peut même voir un film documentaire et les fresques évoquent des scènes de cette vie du 19e siècle. Long time
have you been?